Bonjour à tous, merci de me retrouver dans le cadre du Printemps philosophique pour aborder ensemble, toujours avec Simone Veil, une nouvelle question, à savoir la révolution est-elle un vain mot? C'est une question tout à fait de printemps. Pourquoi cette question? Alors, cette question fait sens pour Simone Veil, puisque Simone Veil est un penseur dont on pourrait dire qu'elle est engagée sur le champ social et politique, puisque d'abord elle fut tout à fait elle fut militante, syndicaliste. Elle participa notamment de manière très régulière à travers de nombreux articles à la revue La Révolution prolétarienne. Elle a réfléchi au mode d'émancipation possible des ouvriers, notamment par la culture et l'éducation. Elle a donné des cours à la Bourse du Travail de Saint-Étienne notamment. Et puis aussi parce que Simone Veil a passé un an à l'usine de 1934 à 1935, où non pas pour former de futurs révolutionnaires, mais pour penser en quoi consistaient réellement les modes d'exploitation et d'oppression des ouvriers, et tenter de réfléchir à différents remèdes. Et ces différents remèdes, pour elle, n'ont de sens que dans le sens précisément où on remet en cause l'organisation du travail, où on réfléchit à la répartition des tâches, où on réfléchit au sens de ce qui est fait au travail. Et dans ce cadre-là, lui est apparu assez clairement que la révolution était un mot, d'une part, et non pas une action, et d'autre part, si c'est un mot qui est vain. Alors comment et pourquoi Simone Veil maintient-elle un tel propos? D'une part parce qu'il lui semble que bien que la révolution produise des effets, ces effets sont absolument illusoires, donc la révolution est un mot magique, c'est ce que nous dirons dans un premier temps, et que ce mot magique en fait a cependant des effets, et que ces effets font que nous ne parvenons plus à penser la réalité, à penser justement les conditions réelles d'oppression et de liberté, et donc c'est un mot qui produit ce qu'il nie, à savoir l'aveuglement par rapport aux conditions d'oppression. Et enfin, dans un troisième temps, si l'élan révolutionnaire existe, si la révolte existe, et même si elle doit être alimentée du point de vue de Simone Veil, eh bien il faut se défier de la révolution comme simple remède et tenter de voir comment l'élan révolutionnaire peut, contre la révolution, peut-être nourrir la révolte. C'est un petit peu complexe, cependant, je vais tenter d'éclaircir tout cela. Donc, dans un premier temps, la révolution est un mot magique. Alors, elle nous le dit très clairement, en ces termes, dans ce qu'elle nomme son grand œuvre, qu'elle rédigea donc en 1934, l'année même où elle s'engage en tant qu'ouvrière chez Alstom puis chez Renault. Donc un mot magique, nous dit-elle, aujourd'hui, semble capable de compenser toutes les souffrances, de satisfaire toutes les inquiétudes, de venger le passé, de remédier au malheur présent, de résumer toutes les possibilités d'avenir. C'est le mot de révolution. Donc on voit que ce mot de révolution est magique, puisque apparemment il peut répondre absolument à toutes nos difficultés présentes et à venir, et puis même nous venger des méfaits passés. Alors, Simone Veil Simone Veil nous dit cela en 1934, donc dans le cadre de son ouvrage, je l'ai déjà dit, Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, donc son fameux grand œuvre. Et donc nous sommes en 1934, et en effet, pour le moins, chacun a ce mot révolution à la bouche, que l'on soit, quels que soient nos penchants politiques, quelles que soient nos convictions, eh bien, il semble que la seule chose qui puisse nous sauver, c'est effectivement la révolution. Donc je dis sauver à bon escient, parce que la révolution, c'est quasiment un mot, il y a presque une mystique de la révolution, la révolution est le salut. Donc c'est un mot qui, nous dit Simone Veil, est magique, au sens aussi où il n'a pas de contenu précis. N'importe qui peut se dire révolutionnaire à propos de n'importe quoi. Enfin n'importe quoi, la nation si c'est la révolution nationale, le peuple si c'est la révolution bolchevique, et que sais-je encore. On parle même de révolution industrielle dans le champ de l'économie. Donc la révolution semble un remède
absolument à tous nos mots, semble donc être, et c'est un mot magique, nous dit-elle, sans contenu précis, et puisqu'il n'a pas de contenu précis, il n'a pas non plus de mobile objectif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement ce qui motive le révolutionnaire, tant les enjeux sont disparates. Hein, il se peut que nous fassions nous ne savons pas en somme pourquoi et à quel moment nous allons pouvoir réunir nos forces, puisque si nous si nous parvenons à les réunir, nécessairement il y a un malentendu initial, nous dit Simone Veil, puisque ce n'est pas la représentation d'un intérêt général et objectif qui nous pousse à agir, mais plutôt la contemplation de difficultés singulières, particulières, privées même, qui va nous pousser à un moment donné à la colère, à la révolte. Et puis nous trouvons ce mot révolution qui nous permet en fait chacun, qui que nous soyons, Paul, Jacques, Rudy, à réunir nos forces, mais à un moment donné, et donc sur un malentendu. Donc ça, elle le dit de manière très précise, aussi dans ce texte, en expliquant que finalement, un bourgeois peut se dire révolutionnaire, un prolétaire peut se dire révolutionnaire, chacun de son point de vue, à un moment donné, pourquoi pas, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Cependant, évidemment, il y a quand même ce malentendu, et cela n'est pas sans effet. Surtout, ça n'a pas sans effet sur la nature de la communauté qui est ainsi produite, puisque ce n'est pas une communauté qui va produire une action politique réelle et efficace, mais c'est une communauté qui va se retrouver sur un mode contemplatif, nous dit Simone Veil, c'est-à-dire que finalement, il ne peut pas s'agir la révolution n'est pas un concept politique qui permet d'agir, mais c'est un idéal qui va nous permettre de contempler en fait une réalité fictive, voilà, qui va en fait nous mettre en situation d'attente, nous dit-elle. C'est-à-dire que cette contemplation, par opposition à l'action, fait que nous sommes là en situation d'espoir, d'attente. Alors, elle le dit très clairement dans cette proposition suivante, à propos de la révolution, on attend qu'elle se fasse, on ne se demande pas qui la fera. Donc, c'est-à-dire que non seulement la révolution n'est pas une action politique, ne produit pas une action politique, mais quelque part même elle l'interdit, puisqu'elle se joue sur le mode de la contemplation, donc, et que la contemplation ici prend la forme de l'attente. C'est-à-dire que cette action qui devrait en théorie être guidée par un idéal révolutionnaire, s'épuise dans cette attente. Alors, c'est l'attente du fameux grand soir, bien entendu. Donc, d'une part, la révolution est un mot magique. Et, alors, cependant, ce mot, si magique soit-il, produit quelques effets quand même sur la réalité, notamment parce que il a au moins pour effet, qui est un effet que nous devons critiquer d'ailleurs, de recouvrir toutes les possibilités d'action réelles et concrètes. C'est-à-dire que l'énergie que nous mettons dans cette attente, dans cet espoir, dans cet élan, nous empêche en fait aussi de réellement nous figurer les choses que concrètement nous pourrions changer ici et maintenant pour améliorer nos conditions de travail, de travail concrète et de vie immédiate. C'est d'ailleurs pourquoi Simone Veil, en fait, en 1934, écrit à son amie Albertine Thévenon avant de s'engager à l'usine en disant, voilà, ce qu'elle trouve absolument abominable chez ceux qu'elle appelle donc les grands chefs bolcheviques, c'est que ils veulent transformer le monde ouvrier, ils veulent absolument modifier les conditions de manière à les libérer du joug capitaliste, et cependant aucun n'a jamais mis les pieds à l'usine. Or, pour comprendre l'oppression en réalité, il faut absolument, à un moment donné, c'est ce que pense singulièrement Simone Veil, il faut se retrouver en situation d'éprouver l'oppression, pour en saisir le mécanisme et puis se donner les moyens par cette compréhension de le transformer. Donc cette compréhension, cette transformation, ça prend du temps, et donc précisément c'est le contraire d'une révolution. Donc Simone Veil finalement est extrêmement sceptique à l'égard de l'idéal révolutionnaire, dans la mesure où l'idéal révolutionnaire se voudrait une méthode d'action. Idéal révolutionnaire certes, mais en aucune manière cela peut changer de près ou de loin les conditions de travail dans un atelier, par exemple. Alors,
Elle en veut pour preuve aussi que l'on peut tout à fait comparer ce qui se passe en 1936 en URSS dans la moindre usine et aux États-Unis. On retrouvera absolument les mêmes conditions de travail, c'est-à-dire la même rationalisation, la même taylorisation, la même division des tâches, la même déconsidération pour les ouvriers chez Ford ou dans n'importe quelle entreprise soviétique. Ce qui signifie, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir peut-être une transformation. Il y a quand même des distinctions. C'est à l'usine que c'est semblable. Évidemment, à l'extérieur, quand même, la vie politique est distincte. Ne lui faites pas dire ce qu'elle ne dit pas. Mais toutefois, les conditions d'oppression qui sont liées aux conditions de travail sont identiques. Donc, on peut bien se dire que dans le monde ouvrier, dans une société, dans un État ouvrier, les ouvriers seraient plus libres. Eh bien, dès qu'on considère comment les ouvriers sont traités dans l'usine, on s'aperçoit que en fait, tout ça n'est que chimère. En tout cas, c'est ce que nous dit Simone Veil, non sans raison. D'autre part, et enfin, si la révolution est un vain mot, si pour autant c'est un mot magique qui produit des effets qui sont relativement comment dire, déplorables, sur le plan de l'action, tout en étant cependant, par leur passivité, c'est une contradiction, parce qu'ils nous rendent aveugles aux conditions réelles, on peut dire aussi que la révolution, ou l'attente de la révolution, peut aussi parfois entraîner un mouvement complètement contre-productif par rapport à ce que serait un élan révolutionnaire ou une révolte susceptible d'éveiller l'esprit critique nécessaire aux transformations des conditions de travail et de vie. C'est-à-dire que, en somme, nous dit Simone Veil, si une révolution est opérante, comme ce fut le cas par exemple de la Révolution française en 1789, c'est parce que finalement les conditions réelles et objectives sont déjà là pour que le régime s'effondre et que cela donne lieu à la naissance d'un nouveau régime. En fait, il n'y a pas un effondrement même du régime, il y a une transformation lente, à un moment donné une prise de conscience du point de vue de Simone Veil qui fait qu'il va y avoir une sorte d'accélération de l'histoire, mais il n'y a pas de saut, il n'y a pas de mouvement, tout d'un coup le régime féodal, puis ensuite la monarchie, puis ensuite la République. De la même façon, il est faux d'imaginer du point de vue de Simone Veil qu'une époque serait absolument objectivement révolutionnaire et qu'il ne manquerait plus qu'un facteur subjectif, un homme providentiel, un drapeau, que sais-je encore. Donc, mais cependant, ce qui est à préserver, c'est cette fameuse révolte, cet élan révolutionnaire, c'est peut-être la chose la plus précieuse dans cette idée de révolution. Et chose en quoi Simone Veil est tout à fait en accord avec Rosa Luxembourg d'ailleurs là-dessus, c'est-à-dire que cet élan révolutionnaire, cette révolte, elle nourrit des luttes qui, elles, sont réelles, là où la révolution va forcément se transformer, si elle veut devenir, si elle veut prendre une dimension pratique, en guerre révolutionnaire, et donc nécessairement aussi contredire cette révolte. Cette révolte, Simone Veil va la vivre en 1936 à l'usine, vécu d'ailleurs qu'elle écrit dans La vie et la grève des métallos, un texte qui est rédigé le 10 juin 1936 par Simone Veil et qui est publié dans La Condition ouvrière, où elle explique qu'en fait finalement, eh bien, à ce moment-là, nous sommes en 1936, il y a des grandes grèves et il y a un mouvement de révolte qui s'exprime, et cette expression est extrêmement joyeuse, extrêmement créatrice. Et ça, c'est un moment révolutionnaire, au sens où là, oui, il y a une rupture entre un quotidien répétitif, un quotidien où en fait on sent le joug des petits chefs sur soi, et ce jour ou ces jours où l'usine est vraiment un lieu que l'on peut habiter, et un lieu où on peut faire la fête, un lieu où on peut se rencontrer, etc. Alors, cependant, qu'en restera-t-il? Des choses sans doute très importantes, puisque on prend conscience à ce moment-là de sa dignité, et c'est quand même une prise de conscience qui est tout à fait fondamentale. Mais sans doute, il est possible que ça ne produise pas d'effet de manière radicale dans le champ politique, en tout cas d'effets immédiats. Donc, récapitulons, la révolution est un vain mot, c'est un vain mot parce que c'est un mot magique,
C'est un mot qui, en fait, parfois, recouvre, a pour fonction de recouvrir la réalité, produit des effets tels que même parfois, il coupe l'élan révolutionnaire qui, lui, au contraire, si modeste soit-il, est réel. Et c'est ce à quoi nous devons tenir, nous dit Simone Veil. Voilà, je vous remercie de m'avoir encore une fois écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.